Bien le bonjour amis francophones. Alors, je me fais une petite vidéo pour vous parler un petit peu de Vipassana, parce il y avait plusieurs d'entre vous qui étaient intéressés pour savoir un petit peu comment ça s'était passé, et peut-être d'en savoir un peu plus sur ce que c'était que ça. Alors, vous avez de la chance, vous avez un paysage enneigé en arrière-plan. Je suis en Ardèche actuellement, et c'est assez magnifique. Voilà. Alors, en gros, déjà à savoir, je ne vais pas parler aujourd'hui de la technique en elle-même, tout simplement parce que ça ne serait pas aider ceux qui voudraient potentiellement le faire, ce stage de méditation, parce que c'est 10 jours, c'est long, c'est intense, c'est dur. Je crois que c'est une des choses les plus dures que j'ai faites de ma vie, mais c'est carrément possible de le faire à partir du moment où on s'accroche, et quasiment tout le monde a réussi. Il y en a quelques-uns qui sont partis, mais vraiment très très peu. Et du coup, si on vous disait exactement comment ça se passe, ça serait pas vous aider parce que je pense que, enfin voilà, vous vous accrocheriez à- au déroulement du truc, sachant qu'on n'apprend pas. En fait, il y a trois techniques et on n'apprend pas les trois techniques directement, et il faut le faire ça pas à pas. Et plus ça fait même partie de l'enseignement. On essaye dans Vipassana d'enseigner que ce qu'on peut expérimenter. Et du coup, ça sert à rien d'avoir trop de connaissances à l'avance parce que sinon le mental risque de se projeter. Voilà. Pour tout ce qui est pareil, organisation, l'emploi du temps, etc., plutôt que de perdre du temps ici, je vais euh, vous mettre en lien une petite vidéo qui explique un petit peu ce que c'est Vipassana, qui était réalisée dans le centre de Vipassana en France, et le lien du site où du coup il y a toutes les dates pour le stage, plus l'emploi du temps, plus plein de questions, plus pratique. Moi, je vais plutôt vous parler de mon ressenti par rapport à ça. Donc, pour faire bref, en gros, c'était 10 jours de silence. Par le dernier jour, on pouvait de nouveau parler. Une des questions qui m'a beaucoup été posée, c'est est-ce que c'était pas trop dur le silence? Et non, au contraire, c'était peut-être la chose la plus facile de, de ce stage, parce que comme tout le monde est dans sa bulle, j'ai envie de dire, il n'y a pas le besoin de communiquer. Après, pour des questions d'ordre plutôt pratique, concernant par exemple un soir, le chauffage était à fond dans ma chambre, donc là il faut bien pouvoir communiquer avec le manager. Donc il y avait un manager avec qui on pouvait parler si on avait un problème. Il y avait l'enseignant à qui on pouvait poser des questions sur la pratique ou autre. Euh, mais bon, pour l'enseignant il y avait des temps. Donc en gros je pense que je devais parler réellement peut-être 1 à 2 minutes par jour, parce que tous les jours, j'allais voir l'enseignant pour lui poser des questions, il y avait 1 milliard de questions. Mais voilà, sinon, à ce niveau-là, ça se passait très facilement au niveau du silence. Euh, Ce qui était dur, du coup, c'était quoi? C'était, pour moi, la méditation elle-même. Parce qu'en gros, il y a environ 10 heures de méditation par jour, ce qui est quand même assez intense, surtout quand on n'a pas l'habitude. Moi, j'avais très peu médité avant, je méditais genre 20 minutes depuis peu de temps, et je ne sais pas exactement comment faire. Et là, euh, du coup, en fait, ça demande à l'esprit d'être affûté, d'être attentif. Et nous, on nous donnait l'image un peu d'un éléphant pour notre esprit. Donc un éléphant qui... alors, deux images. Déjà, qu'on avait l'esprit du singe, donc qui sautait de branche en branche sans vraiment avoir de logique ou de continuité. Donc ça demande à essayer de le concentrer à chaque fois sur une seule chose. Donc c'est la première chose qu'on fait, c'est essayer de concentrer notre attention sur la respiration, et mais d'une manière particulière, et à chaque fois d'y revenir pour éviter comme ça de sauter de branche en branche. Et ce qu'on nous disait du coup au niveau de l'éléphant, c'était que bah, un éléphant, s'il n'est pas dressé, il peut faire beaucoup de dégâts. Par contre, une fois qu'on l'a apprivoisé, c'est un outil super puissant. Et du coup, c'est grâce après à cette base d'un esprit affûté qu'on peut apprendre à méditer réellement selon Vipassana. Et du coup, c'est sur l'observation du corps, l'observation des sensations, l'observation de la réalité. Parce qu'en fait, Vipassana, ça veut dire observer la réalité telle qu'elle est, en gros. Voilà, c'est censé être une technique de méditation du coup que le Bouddha a découvert ou redécouvert sur les religions. Ils ne sont pas tous d'accord. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il y a eu plusieurs Bouddhas? Il y en a qui pensent qu'il y en a eu un.
Mais bon, toujours est-il que ce serait grâce à cette technique qu'il aurait atteint l'éveil. Et du coup, cette technique qu'il a redécouvert il y a 2500 ans, Gautama Buddha, Siddhartha Gautama Buddha, il l'aurait diffusée de son vivant et ensuite elle aurait été transmise oralement de maître à disciple jusqu'à il y a environ 50 ans, où Goenkaji est parti en Birmanie et a appris cette technique et ensuite l'a diffusée à travers le monde. Et au final, c'est toujours par ces paroles qu'on apprend ce type de méditation parce qu'en fait, on l'a enregistré. Donc, il parle en anglais. Euh, enfin, en anglais, pas que, mais nous, on entend en anglais. Et du coup, on nous passe les cassettes à la base, après avec la traduction en français. Et en fait, les enseignants qui sont présents, ils sont là pour répondre à nos questions. À un niveau plus spirituel, je crois que c'est aussi pour diffuser quelque chose. Et sinon aussi pour de temps en temps nous faire venir, demander si on a des problèmes, etc. Mais en gros, l'instruction réelle, c'est toujours celui qui les a diffusés qui, qui nous l'enseigne au final à travers ces vidéos, enfin à travers ces discours. Et pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement pour éviter que justement la technique se transmette mal et que par effet de téléphone arabe, ça se perde, quoi. Déjà, elle est censée être restée pure durant 2500 ans. Après, on n'y croit pas. Mais bon, disons qu'à partir d'aujourd'hui, si on reste avec les mêmes cassettes, au moins elle perdra peut-être plus trop euh, son essence. Par rapport à ça, du coup, je pense qu'il pourrait être intéressant que je vous dise, c'est concrètement qu'est-ce que j'en ai, euh, hop, j'arrive plus à parler français. Qu'est-ce que ça m'a fait, cette technique, qu'est-ce que ça m'a fait, ce stage, etc. Alors déjà, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'on a une force incroyable en nous. Parce que concrètement, pour pas devenir fou en faisant ça, euh, ça nous montre qu'on a les capacités de concentration, etc. Je sais qu'il y a des moments où je voulais crier, je voulais pleurer, je voulais faire tout sauf méditer, mais qu'au final on y arrive pas à pas. De même, il y a au bout d'un moment, on nous demande de 3 fois 1 heure par jour de ne pas bouger, c'est-à-dire de ne pas décroiser ni les bras, ni les jambes, ni ouvrir les yeux pendant 1 heure en méditant. Et quand on commence le premier jour, on ne nous demande pas ça, c'est au bout de quelques jours. Mais quand on commence le premier jour, moi, j'arrêtais pas de bouger, j'avais plein de courbatures, ça faisait mal. Hein, et on me dit que jamais on y arrivera. Et au final, si, on y arrive. Et c'est assez fou. Donc ça montre déjà qu'on a une grande force à partir du moment où on a de la conviction, je pense. Ça montre aussi que, enfin pour moi, c'est une technique pragmatique de bon bah voilà, ce que on dit souvent, faut pas avoir de mauvais actes. Ok, ça on peut plus ou moins contrôler. Pas avoir de mauvaises paroles, ça pareil, on peut plus ou moins contrôler. Même si des fois ça sort un peu instinctivement et qu'on le regrette. Mais pour les pensées, comment on fait? Comment on fait pour ne pas avoir de mauvaises pensées? C'est très compliqué. C'est comme je vois un avion qui passe et je contrôle pas. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est justement que eux, ils considèrent les bouddhistes, ceux qui utilisent cette technique, qu'en fait, on a 6 portes sensorielles, pas seulement 5 sens, mais 6, et que la dernière, c'est la porte sensorielle du mental. Et, euh, et que du coup, les pensées, c'est quelque chose qu'on observe aussi. Et, euh, et du coup, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour éviter d'avoir des mauvaises pensées? C'est simplement déjà réussir à comprendre que de pas s'identifier à ces pensées, que c'est pas parce qu'il y a une pensée négative que c'est nous qui sommes négatifs. C'est deux choses complètement différentes. Il y a celui qui parle, il y a celui qui écoute. Celui qui parle, c'est le mental, celui qui nous fait vivre dans le passé, dans le futur, qui est toujours en train d'émettre des jugements, celui qui nous rend misérables si on l'écoute. Et puis il y a nous. Et notre vraie nature profonde, elle peut émerger quand justement on arrête de prêter attention au mental. Et du coup, pour arrêter de lui prêter attention, c'est simplement quand on sait que ça, c'est pas nous, et ben on reconcentre notre attention sur autre chose. Là, en l'occurrence, sur nos sensations.
Donc voilà une technique pratique, pragmato-pratique comme j'aime bien, pour contrôler un peu ses pensées. C'est aussi du coup une technique de méditation, parce que avant je me disais mais méditation concrètement c'est quoi? Et là ça donne une vraie technique de méditation qui permet de se calmer de fou. Ouais, je sais que depuis j'essaie de méditer 1 heure par jour. Je le fais pas tous les jours, mais je vois vraiment la différence entre les fois où je le fais et les fois où je le fais pas. Et même sinon dans la vie de tous les jours, ça aide à être plus calme. Ça, ça aide beaucoup, je trouve, cette technique. Donc voilà, tout ça pour dire que je conseille à tous et à toutes ceux qui sont un peu intéressés par le spirituel ou la méditation ou comment essayer d'être plus heureux. Je conseille fortement d'effectuer cette retraite. Tout n'est pas forcément, enfin j'adhère pas forcément avec tout parce qu'il y a quand même des parties qui sont un peu plus bouddhistes et du coup un peu plus religieux, j'ai envie de dire. Et même si on ne parle pas vraiment de dogme, ça demande. Il y a des choses, enfin eux-mêmes ils nous disent acceptez ce que vous acceptez, expérimentez, ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit sur parole. Mais quand même il y a des choses, voilà. Mais au-delà de ça, c'est quand même super super enrichissant. Le seul truc, tous ceux qui voudraient le faire, je leur dirais de bien réfléchir avant, dans le sens où, oui, c'est carrément faisable, oui, c'est absolument génial, mais c'est quand même très dur, et que je pense que si on prend ça par-dessus la jambe juste comme une expérience, je sais pas si on arriverait à le faire jusqu'au bout. Par contre, si vous avez une vraie motivation à le faire, vous y arriverez, il n'y a pas de problème, je pense. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, ça fait déjà pas mal de temps que je parle. Je vous propose plutôt de m'envoyer soit en commentaire sur YouTube, soit par message personnel vos questions si vous en avez. Encore une fois, je remettrai de toute façon, comme je vous ai dit, le lien où il y aura toutes les informations pratiques pour Vipassana. Ah oui, simplement, je vais peut-être vous dire ça. Un des trucs de Vipassana, c'est que pendant les 10 jours où on y est, il y a un code de conduite qui aide énormément à la méditation. Ce code de conduite, c'est des trucs comme pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer, des trucs assez basiques. Du coup, qui sont mis en place pendant le stage, on mange pas de viande, tout est végétarien, donc c'est facile de pas tuer, parce que si on tue pas mais qu'on mange un animal qui a été tué pour qu'on puisse le manger, ça revient au même. On parle pas, comme ça c'est facile de pas mentir ou de pas exagérer en tout cas les faits ou les déformer. Enfin, il y a tout ça. Et du coup, on nous conseille après le stage de continuer un peu sur ce mode de conduite là. Et du coup, il y a aussi toute la consommation d'alcool, etc., de toutes les substances au final qui peuvent altérer la conscience. Et au final, alors moi je suis sorti de là-bas, c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait la vidéo tout de suite, parce que je voulais voir un peu comment ça allait continuer cette affaire. Mais je suis sorti de là-bas en me disant j'arrête de boire, j'arrête de fumer, j'arrête tout. Aussi parce que je sais que j'ai pas forcément une bonne relation à la base avec l'alcool. Et voilà. Et c'était assez extrême. Et du coup, concrètement, j'ai tout arrêté pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, j'ai pris ma première toute petite bière, ma première toute petite clope. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que du coup, j'arrive à faire ça en conscience. Et je pense que c'est au final le vrai défi pour moi. Je pense peut-être pour beaucoup de gens, c'est pas de s'empêcher constamment de faire des choses ou pas, mais c'est de le faire en conscience. Si on était capable de manger juste la quantité dont on a besoin pour l'apprécier, pour ne plus avoir faim, sans se gaver ou sans boire à outrance ou sans n'importe quoi, sans essayer au final de combler un trou qu'on a à l'intérieur par une autre substance au final. Et simplement d'accepter la réalité telle qu'elle est, et je pense que on mangerait beaucoup moins, on fumerait beaucoup moins, on boirait beaucoup moins. Et voilà. Donc je voulais juste peut-être finir avec ça. J'ai encore un milliard de choses à vous dire, mais ça va faire déjà 15 minutes, donc je vais m'arrêter là. Donc écoutez, j'espère que ça répondra à vos questions, sinon n'hésitez pas. Je vous embrasse tous très fort, beaucoup d'amour. Et puis à bientôt.